Chapitre 8. Ce qui est arrivé aux soldats. Avec Amanda. Une conversation avec Dan Miller. Je suivis Holly. Il se dirigeait vers la réserve. Comme nous passions devant le réfrigérateur, il saisit une bière. « Holly, qu'est-ce qui se passe ? Je veux que tu vois ça. » Il poussa la double porte. Les battants se refermèrent derrière nous avec un petit remous d'air. Il faisait froid. Je n'aimais pas cet endroit, pas après ce qui était arrivé à Norm. Quelque part dans ma tête, je ne pouvais oublier qu'il y avait toujours un bout de tentacule mort qui gisait par là. Holly laissa glisser le chemisier, découvrant l'ampoule de sa lampe. Il la leva au-dessus de nos têtes. D'abord, je crus que quelqu'un avait pendu 2 mannequins à l'un des tuyaux de chauffage central qui couraient au plafond, qu'on les avait pendus avec de la corde à piano ou autrement pour faire une farce comme les gosses pour Halloween. Puis j'aperçus les pieds qui pendaient à une vingtaine de centimètres du sol. Il y avait 2 piles de cartons renversés. Je levai les yeux sur les visages et un cri prit naissance dans ma gorge, car ce n'étaient pas les visages de mannequins de grands magasins. Les 2 têtes étaient penchées sur le côté, comme pour apprécier quelque plaisanterie horriblement drôle, une plaisanterie qui les avait fait rire à s'empourprer. Leur ombre projetée sur le mur derrière eux, leur langue gonflée. Tous 2 portaient l'uniforme. C'étaient les jeunes gens que j'avais déjà remarqués et que j'avais perdus de vue dans la journée. Les bidasses Le hurlement. Je l'entendais se former dans ma gorge comme un gémissement, monter comme une sirène de police, et puis Holly me saisit le bras juste au-dessus du coude. « Ne crie pas, David. Personne n'est au courant, en dehors de toi et moi, et je veux que ça continue. » Je réussis, je ne sais comment, à ravaler mon cri. « Les petits soldats », réussis-je à articuler. « Du projet Pointe de Flèche », dit Holly. « Eh oui. » Quelque chose de glacé s'introduisit dans ma main, la canette de bière. « Bois ça, tu en as besoin. » Je vidai la canette jusqu'à la dernière goutte. « Je suis revenu, » dit Holly, pour voir s'il restait des bouteilles de gaz pour le grill de M. McVeigh. J'ai vu ces types. D'après ce que je comprends, ils ont préparé les nœuds coulants et ils sont montés sur ces 2 piles de carton. Ils ont dû s'attacher mutuellement les poignets et puis tirer sur la corde entre leurs poignets en s'écartant l'un de l'autre pour que leurs mains soient derrière, tu vois. Puis, c'est comme ça que je vois les choses. Ils se sont glissés la tête chacun dans son nœud coulant et l'ont serré en penchant la tête sur le côté. L'un d'eux a peut-être compté jusqu'à 3 et ils ont sauté ensemble. Je ne sais pas. « C'est pas possible, » dis-je, la bouche sèche. Mais leurs mains étaient liées dans le dos, effectivement. Je ne pouvais en détacher les yeux. C'est possible, s'ils le voulaient suffisamment fort. David, c'était faisable. Mais pourquoi ? Je crois que tu sais pourquoi. Ce n'est pas le cas des touristes, des estivants, des gens comme Miller, mais il y a des personnes ici qui sauraient très bien deviner. Le projet Pointe de Flèche. Je reste près des caisses toute la journée, dit Holly, et j'entends beaucoup de choses. Pendant tout le printemps, j'en ai entendu énormément au sujet de cette pointe de flèche, et ce n'était rien de bon. La glace noire sur les lacs. Je revis Bill Giusti se pencher à ma vitre, me soufflant au visage son haleine tiède alcoolisée. Pas seulement des atomes, mais des atomes différents. Et ces corps maintenant, qui pendaient aux tuyaux du chauffage, les chaussures qui se balançaient, les langues gonflées comme des saucisses. Avec un nouveau sursaut d'horreur, je m'apercevais que de nouveaux champs de perception s'ouvraient à moi. Nouveaux ? Non. D'anciens champs de la perception d'un enfant qui n'a pas encore appris à se protéger en développant une vision en tunnel qui le tiendra à l'écart de 90% de l'univers
Les enfants voient tout ce que leur regard capte, entendent tout ce qui est à la portée de leurs oreilles, mais si la vie est l'essor de la conscience, ainsi que le proclame un ouvrage de broderie confectionné par ma femme au lycée, elle est aussi réduction de l'information. La terreur est l'élargissement de la perspective et de la perception. L'horreur est de savoir que je plonge vers un lieu que la plupart d'entre nous quittent quand ils quittent leur couche pour mettre une culotte. Je voyais cela aussi sur le visage d'Oli. Quand la rationalité se craquelle, les circuits du cerveau humain risquent la surcharge. Les axones brillent, fiévreux, les hallucinations deviennent réalité, le point de la perspective où les parallèles semblent se rejoindre. Cette goutte de vif argent est vraiment là. Les morts marchent et parlent, une rose se met à chanter. Il y a bien une vingtaine de personnes qui m'ont raconté des trucs, dit Oli. Justine Robard, Nick Tochet, Ben Michelson. On ne garde pas les secrets dans une petite ville. Les choses finissent par se savoir. Parfois c'est comme une source, ça sort en bouillonnant de la terre et personne ne sait d'où ça vient. On surprend une conversation à la bibliothèque et on fait circuler, ou alors c'est à la marina de Harrison. Dieu sait où encore et pourquoi. Mais durant tout le printemps et tout l'été, j'ai entendu parler du projet Pointe de Flèche, le projet Pointe de Flèche. Mais ces deux-là, bon Dieu, Oli, ce ne sont que des gosses. Il y avait des gosses au Vietnam qui avaient l'habitude de couper les oreilles. J'y étais, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ça ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils savaient quelque chose, peut-être qu'ils avaient simplement des soupçons. Ils devaient savoir qu'ici, on aurait fini par leur poser des questions, à un moment ou un autre, s'il doit y avoir un moment ou un autre. Si tu as raison, ce doit être réellement mauvais. Cette tempête, dit Oli, d'une voix douce, tranquille. Peut-être a-t-elle libéré brutalement quelque chose. Il y a peut-être eu un accident. Peut-être qu'ils ont joué avec quelque chose. Il y a des gens qui disaient qu'ils bricolaient des lasers et des masers à haute intensité. Parfois, j'ai entendu parler d'énergie de fusion. Et suppose qu'ils aient ouvert un trou donnant directement dans une autre dimension. Foutaise, dis-je. Et ça, c'est de la foutaise ? Demanda-t-il en me montrant les corps. Non, la question, maintenant, c'est que faisons-nous ? Je pense qu'il faudrait qu'on les décroche et qu'on les cache, se hâta-t-il de répondre. Qu'on les cache derrière un tas de trucs dont personne ne veut. La nourriture pour chiens, les détergents, des trucs comme ça. C'est pour ça que je suis venue te chercher, David. J'ai pensé que tu étais le seul en qui j'avais réellement confiance. Ça ressemble aux criminels nazis qui se sont suicidés dans leurs cellules après avoir perdu, marmonnai-je. Oui, j'ai eu la même idée. Nous nous tûmes, et brusquement, ces bruits de frottement assourdis à l'extérieur des portes de livraison reprirent. Le bruit de tentacules qui les parcouraient doucement. Nous nous rapprochâmes l'un de l'autre. Des picotements parcouraient ma chair. D'accord, dis-je. Faisons aussi vite que possible, dit Oli. Le saphir de sa bague luisait faiblement, tandis qu'il déplaçait sa lampe. Je veux sortir vite d'ici. J'examinais les cordes. Ils avaient utilisé des cordes à linge, du même genre que celles que l'homme à casquette de golf m'avait permis de lui nouer autour de la taille. Les nœuds s'étaient enfoncés dans la chair gonflée de leur cou, et je me demandais de nouveau ce qui avait bien pu pousser ces deux gosses à cette extrémité. Je savais ce qu'Oli voulait dire quand il assurait que ça irait encore plus mal si la nouvelle de ce double suicide se répandait. C'était déjà le cas en ce qui me concernait, et je n'aurais jamais cru cela possible. Il y eut un claquement sec. Oli avait ouvert son couteau, un gros engin fait pour ouvrir les cartons et, bien sûr, couper les cordes. « J'y vais ou tu y vas ?»
J'avalais ma salive, chacun le sien. C'est ce que nous fîmes. Quand je revins, Amanda était partie et Madame Thurman était avec Billy. Tous deux dormaient. Je descendis une des travées et une voix me héla. « Monsieur Drayton, David !» C'était Amanda, qui se tenait près de l'escalier du bureau du directeur. Ses yeux étaient comme deux émeraudes. « Qu'est-ce que c'était ?»« Rien, dis-je. » Elle s'approcha. Je sentis un parfum léger. Et oh, comme j'avais envie d'elle. « Menteur, dit-elle. Ce n'était rien, une fausse alerte. Comme vous voudrez. Elle me prit la main. Je viens de jeter un coup d'œil au bureau. Il est vide et on peut s'y enfermer à clé. Son visage était parfaitement calme, mais ses yeux luisaient doucement, d'un éclat presque animal, et une veine battait fortement à son cou. J'ai vu comment vous me regardiez, dit-elle. S'il faut qu'on en parle, ce n'est pas bon. Madame Thurman garde votre fils. Oui. Il me vint à l'esprit que c'était un moyen, peut-être pas le meilleur, mais un moyen tout de même, d'écarter la malédiction de ce qu'Ollie et moi venions de faire. Pas le meilleur moyen, le seul moyen, tout simplement. Nous grimpâmes l'étroit escalier et entrâmes dans le bureau. Il était vide, comme elle l'avait annoncé, et il y avait un verrou à la porte. Je le poussai. Dans l'obscurité, elle n'était plus qu'une forme. Je tendis le bras, la touchai et l'attirai à moi. Elle tremblait. Nous glissâmes au sol, d'abord agenouillés, en nous embrassant, et dans ma main, en forme de coupe, je lui pris un sein. À travers son sweat, je sentais son cœur battre la chamade. Je songeais à Steffi, disant à Billy de ne pas toucher les fils tombés à terre. Je pensais au bleu qu'elle avait sur la hanche quand elle avait retiré sa robe pour notre nuit de noces. Je pensais à la première fois que je l'avais vue, traversant à vélo la promenade de l'université du Maine à Orono, alors que je me rendais à un cours de Vincent Arguen, mon carton à dessin sous le bras, et mon érection était énorme. Nous nous étendîmes ensuite, et elle me dit « Aime-moi, David, réchauffe-moi ». Quand elle jouit, elle planta ses ongles dans mon dos et m'appela d'un prénom qui n'était pas le mien. Peu m'importait, cela nous apaisa presque. Quand nous redescendîmes, une espèce d'aube rampante avait commencé. Le noir au-delà des meurtrières cédait à contre-cœur la place à un gris sourd, puis au chrome, puis au blanc brillant, sans forme et sans éclat, d'un écran de cinéma en plein air. Mike Kathleen dormait sur une chaise pliante réquisitionnée Dieu sait où. Dan Miller, assis par terre un peu plus loin, mangeait un beignet hostess, un de ceux qui sont couverts de sucre blanc. « Prenez place, monsieur Drayton, » m'invita-t-il. Je cherchais Amanda des yeux, mais elle s'éloignait déjà, dans une travée. Elle ne regarda pas en arrière. Nos ébats amoureux dans le noir paraissaient déjà pure fantaisie de l'imagination, impossible à admettre, même dans cette étrange lumière. Je m'assis. « Prenez un beignet. » Il me tendait le paquet. Je secouai la tête. Tout ce sucre blanc, c'est mortel, pire que les cigarettes. Cela le fit un peu rire. Dans ce cas, prenez-en 2. Je fus surpris de trouver en moi, aussi, un petit rire. Miller m'avait pris au dépourvu, et cela me plaisait. J'acceptais 2 beignets. Ils étaient drôlement bons. Je les fis passer avec une cigarette, bien qu'il ne soit pas dans mes habitudes de fumer le matin. « Il faut que je retourne voir mon gosse, » dis-je. « Il va se réveiller. » Miller opina du chef. « Ces insectes roses, ils sont tous partis, et les oiseaux aussi. » Hank Van Herman a dit que le dernier a cogné la vitre vers 4 heures. Apparemment,
Les bêtes sauvages sont plus actives pendant la nuit. Ce n'est pas à Brent Norton que vous raconterez ça, ou à Norm. Il hocha de nouveau la tête et il ne dit plus rien pendant un long moment. Puis, il s'alluma une cigarette et me regarda. « On ne peut pas rester là, Drayton, » dit-il. « Il y a à manger et beaucoup à boire. Ça n'a rien à voir avec les provisions, et vous le savez. Que ferons-nous si l'une de ces grosses bêtes qui traînent là dehors décide d'entrer en force au lieu de se contenter de faire des grands 8 dans la nuit? Est-ce qu'on essaiera de la chasser avec des manches à balai et de l'alcool à brûler? » Évidemment, il avait raison. Peut-être, d'une certaine façon, la brume nous protégeait-elle en nous cachant, mais peut-être ne nous cacherait-elle pas longtemps, et il y avait plus grave encore. Nous nous trouvions dans le supermarché depuis 18 heures environ, et je me sentais gagnée par une léthargie guère différente de celle que j'avais ressentie à une ou deux reprises lorsque j'avais tenté de nager trop loin. J'avais éprouvé le besoin de ne rien risquer, de ne plus bouger, de protéger Billy, et peut-être de baiser Amanda Dumfries au milieu de la nuit, me murmurait une voix, de voir si la brume n'allait pas simplement se lever, laissant toutes choses reprendre leur place. Je le voyais aussi sur les visages des autres, et tout à coup, l'idée me frappa qu'il y avait des gens dans le supermarché qui refuseraient sans doute en toutes circonstances de sortir. La seule pensée de franchir les portes après ce qui s'était passé les pétrifierait. Peut-être Miller avait-il suivi le cours de mes pensées sur mon visage. Il y avait environ 80 personnes ici quand cette satanée brume est arrivée. De ce nombre, vous soustrayez le caissier, Norton et les 4 qui l'ont suivi, et ce type, Smalley. Reste 73 personnes. Et si on enlevait les 2 soldats qui reposaient désormais sous une pile de sacs de Purina Pupichaud, cela faisait 71. Vous ôtez les gens qui ont décroché, poursuivit-il. Il y en a 10 ou 12. Disons 10. Reste 63. Mais... Il leva un doigt poudré de sucre. Sur les 63, il y en a une vingtaine qui refuseront absolument de partir. Il faudrait les tirer dehors. Ils crieraient et se débattraient. Et tout ça pour prouver quoi? Qu'il faut que nous sortions. C'est tout. Et je vais sortir. Vers midi, je pense. Je projette de prendre avec moi tous ceux qui voudront venir. J'aimerais bien que vous et votre enfant m'accompagniez. Après ce qui est arrivé à Norton? Norton y est allé comme le mouton à l'abattoir. Ça ne veut pas dire que moi, ou ceux qui viendront avec moi, doivent faire de même. Comment l'empêcher? Nous avons en tout et pour tout un revolver. Et nous avons bien de la chance de l'avoir. Mais si nous n'arrivons à passer le carrefour, nous réussirons peut-être à aller jusqu'à la boutique du sportif. Dans Main Street, ils ont là-bas des tonnes d'armes. Il y a un si et un peut-être de trop. Drayton, dans notre situation, il y a beaucoup de si. C'était dit d'un ton léger, mais lui, il n'avait pas à s'occuper d'un petit garçon. Écoutez, laissons ça pour l'instant, d'accord? Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai eu l'occasion de réfléchir à un certain nombre de choses. Vous voulez savoir quoi? Bien sûr. Il se leva et s'étira. Venez faire un tour avec moi, du côté des vitrines. Nous suivîmes l'allée de la caisse la plus proche du rayon boulangerie avant de nous immobiliser devant une meurtrière. L'homme posté là nous dit « Les insectes sont partis ». Miller lui donna une tape sur l'épaule. « Va boire un café, l'ami, je surveillerai. »« D'accord, merci. » Il s'éloigna et Miller et moi restâmes devant la lucarne. « Alors, racontez-moi ce que vous voyez là, dehors, » dit-il. Je regardais au dehors. La poubelle avait été renversée dans la nuit, sans doute par l'une des choses ailées tombées du ciel, et elle avait répandu son contenu de papier, de boîtes de bière et de bouteilles de Dairy Queen tout le long de la route sur le macadam. Au-delà, j'apercevais la rangée de voitures la plus proche du supermarché
qui disparaissait dans la blancheur. C'était tout ce que je voyais, et je le lui dis. « Cette Chevrolet bleue à plateau est à moi, » dit-il, en tendant le doigt, et je ne distinguais qu'un éclat bleu dans la brume. Mais si vous repensez au moment où vous vous êtes garé hier, vous vous rappelez que le parking était drôlement encombré, non ? Je jetai un coup d'œil à ma Jeep et me souvins. Si j'avais réussi à me garer près du supermarché, c'était uniquement parce que quelqu'un s'en allait au moment où j'arrivais. Je hochai la tête. Maintenant, reliez ce fait à un autre. Drayton, Norton et ces 4, comment les appeliez-vous ? Partisans de la terre plate. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment ce qu'ils étaient. Ils sont sortis, non ? Ils ont marché presque sur toute la longueur de la corde à linge. Puis, nous avons entendu ces espèces de rugissements, comme s'il y avait eu là dehors un troupeau d'éléphants. Exact ? Ça ne ressemblait pas à des éléphants. C'était comme une chose surgie du marais primordial. Telle était la phrase qui me venait à l'esprit. Mais je ne voulais pas la prononcer devant Miller, pas après qu'il eût tapé dans le dos de ce type en lui disant d'aller prendre un café. Comme l'entraîneur qui retire un joueur avant la phase ultime du jeu. Je l'aurais peut-être dit à Holly, mais pas à Miller. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, terminai-je faiblement. Mais ça paraissait gros. Oh oui, ça paraissait même sacrément gros. Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu renverser des voitures, casser des vitres ? Eh bien, c'est parce que... Je me tus. Il m'avait coincé. Je ne sais pas. Impossible, dit Miller, qu'ils soient sortis du parking quand quelque chose leur est tombé dessus. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que nous n'avons pas entendu de voiture passer, parce que la plus grande partie d'entre elles ont peut-être disparu. Simplement, disparu, englouties dans la terre, vaporisées, comme vous voulez. Quelque chose d'assez fort pour briser ces poutres et les tordre dans tous les sens et faire tomber la marchandise des étagères. Et les sirènes de la ville se sont arrêtées en même temps. J'essayais de visualiser la moitié du parc de stationnement disparu, de m'imaginer, sortant, marchant jusqu'à un trou récent dans la terre, un endroit où le macadam, avec ses emplacements soigneusement tracés à la peinture jaune, disparaissait. Un à-pic, une pente, ou peut-être simplement un précipice, donnant sur la blanche brume informe. Au bout de quelques secondes, je lui demandai : « Si vous avez raison, vous croyez aller loin avec votre camionnette ? » Je ne pensais pas l'utiliser, je pensais à votre 4x4. On pouvait y réfléchir, mais ce n'était pas le moment. Qu'est-ce que vous avez d'autre en tête ? Miller poursuivit avec empressement. Le drugstore à côté, voilà ce que j'ai en tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ouvris la bouche pour dire que je n'avais pas la moindre idée de ce dont il parlait, et puis la refermai brusquement. Le drugstore de Bridgeton était en pleine activité hier, quand nous étions arrivés. La laverie automatique était fermée, mais le drugstore avait ses portes grandes ouvertes, retenues par des tendeurs pour laisser passer un peu d'air frais. La coupure de courant ayant bien entendu interrompu le fonctionnement du climatiseur. La porte du drugstore n'était pas à plus de 7 mètres de celle du supermarché. Alors pourquoi est-ce qu'aucun de ceux qui s'y trouvaient ne s'est pointé ici ? Interrogea Miller à ma place. Ça fait 18 heures. Ils n'ont pas faim ? Ils ne se gavent sûrement pas de Dristan et de mini-tampons Stay Free. Il y a à manger. Ils vendent toujours des trucs spéciaux. Parfois des biscuits pour animaux, parfois du pain grillé, ce genre de choses, plus le tourniquet des bonbons. J'arriverai pas à croire qu'ils se contentent de ça quand il y a tout ce qu'on veut ici. Où voulez-vous en venir ? Je veux sortir, mais je ne tiens pas à servir de dîner à des rescapés d'un film d'horreur de série B. On pourrait aller à 4 ou 5 à la porte d'à côté pour voir quelle est la situation au drugstore, comme une sorte de ballon d'essai. C'est tout ? Non, il y a encore une chose. C'est quoi ? Elle, dit simplement Miller en montrant du pouce l'une des travées centrales.
cette folle furieuse, cette sorcière. C'était Madame Carmody qui montrait ainsi du pouce. Elle n'était plus seule. 2 femmes s'étaient jointes à elle. À leurs vêtements brillants, je présumais qu'il s'agissait de touristes ou d'estivantes, de dames qui avaient peut-être délaissé leur famille juste pour faire un tour et acheter 2-3 trucs, et qui se rongeaient maintenant les sangs en pensant à leurs époux et à leurs gosses. Des dames prêtes à s'agripper au moindre fétu de paille, y compris au sombre réconfort qu'apportait Madame Carmody. Son pantalon resplendissait du même éclat maléfique. Elle parlait avec de grands gestes, le visage dur et menaçant. Dans leurs vêtements brillants, moins brillants néanmoins que le costume de Madame Carmody, certes, et la gigantesque sacoche qui lui servait de sac à main, toujours fermement arrimée sous l'un de ses bras pâteux. Les 2 dames l'écoutaient avec avidité. « C'est une autre raison pour que je veuille sortir, Drayton. Cette nuit, elle aura une demi-douzaine de personnes avec elle. Si les insectes roses et les oiseaux reviennent pendant la nuit, demain matin, elle se sera constituée toute une paroisse. Alors, on pourra commencer à s'inquiéter de savoir qui elle va leur conseiller de sacrifier pour améliorer les choses. Peut-être moi, peut-être vous, ou ce type, Madeleine, peut-être votre gosse. » « Ce sont des bêtises, assurai-je. Mais en étais-je sûre ? Le frisson glacé qui me parcourut le dos me dit que je n'avais pas nécessairement raison. Les lèvres de Madame Carmody s'activaient avec acharnement. Les yeux des touristes étaient fixés sur sa bouche ridée. Était-ce une bêtise ? Je songeais aux poussiéreux animaux empaillés, buvant dans l'onde de leur miroir. Madame Carmody avait un pouvoir. Même Steph, esprit prosaïque et tête sur les épaules, prononçait le nom de la vieille femme avec un certain malaise. Cette folle furieuse, comme l'avait appelée Miller, cette sorcière. Dans ce supermarché, les gens sont en train de vivre une espèce de faillite, dit Miller. D'un geste, il montra les poutres peintes en rouge qui encadraient les vitrines. Elles étaient tordues, cassées et déformées. Leurs esprits ressemblent probablement à ces poutrelles. C'est le cas du mien, j'en suis foutrement sûre. J'ai passé la moitié de la nuit à me dire que j'avais perdu les pédales, que j'étais probablement dans une camisole de force à Danvers, la caboche pleine d'histoires d'insectes, d'oiseaux dinosaures et de tentacules, et que tout ça disparaîtrait dès que le gentil infirmier m'aurait flanqué une bonne giclée de thorazine dans les veines. Son petit visage était blafard et marqué de fatigue. Son regard se posa sur Madame Carmody, puis revint à moi. Je vais vous dire ce qui nous pend au nez. Quand les gens vont tourner Barjot, certains d'entre eux vont la trouver de mieux en mieux, et je ne veux pas être là quand ça arrivera. Les lèvres de Madame Carmody bougeaient toujours. Sa langue dansait autour de ses chicots de vieille dame. Elle avait bien l'air d'une sorcière. Mettez-lui un chapeau noir pointu, et elle sera parfaite. De quoi parlait-elle à ces 2 oiselles piégées dans leur brillant plumage d'été ? Du projet Pointe de Flèche ? Du printemps noir ? D'abominations surgies des profondeurs de la terre ? De sacrifices humains ? Conneries. De toute façon. Alors, qu'en dites-vous ? D'accord pour ça, répondis-je. Nous essaierons d'aller au drugstore. Vous, moi, Holly s'il veut venir, 1 ou 2 autres, puis on en reparlera. Cela seul suffisait à me donner le sentiment de marcher sur un madrier étroit au-dessus d'un impossible à pic. Si je me suicidais, ce n'est pas ça qui aiderait Billy. D'un autre côté, si je ne me bougeais pas le cul, ça ne l'aiderait pas non plus. 7 mètres jusqu'au drugstore, ce n'était pas si terrible. Quand ? Demanda-t-il. Laissez-moi 1 heure. Bien sûr.